La petite intro, c'est de se dire, et vous allez le voir sur chaque atelier que vous suivrez, c'est tiens, et ce sujet-là, qu'est-ce qu'on en disait il y a 20 ans? Voilà. Alors, je vais faire ça rapide, mais en gros, il y a 20 ans, dans le transport, voilà ce qui se passait. Comment les gens venaient en vacances. Et vous avez les chiffres de la direction du tourisme de l'époque, qui étaient, j'arrive pas à trouver des chiffres aussi complets finalement maintenant, donc je sais pas s'il y avait plus d'études ou plus de moyens, mais vous voyez sur les séjours pro, les séjours personnels, ce que ça donnait un petit peu, avec évidemment le grand écart, beaucoup moins de voitures en pro qu'en perso. Le train était à 12%, l'avion à 6,9%, et puis le nombre de durées moyennes. Est-ce qu'aujourd'hui, chez vous, ça a changé, ou est-ce qu'on retrouve un petit peu ces mêmes équilibres? Est-ce qu'il y a eu une innovation est-ce qu'il y a eu des vraies modifications comportementales? Aurélie, je te vois saisir le micro. Oui, je disais, si on a encore ces données-là, enfin nous en Nouvelle-Aquitaine on a ce type de données, et je suis en train de découvrir rapidement, non, le ratio séjour personnel, séjour professionnel, c'est à peu près la même chose. Ouais. Et sur les voitures, de ce que je vois, je crains que ce ne soit pire. Parce que séjour professionnel, je découvre en même temps. Nous, on est sur les séjours en train, on est sur 15% qui viennent, 80% des... Enfin, je dirais tout à l'heure, je fais un peu de teasing, mais 80% qui viennent en moyen carboné. Ouais. Essentiellement la voiture, 6% l'avion tout confondu, sur les Français c'est 2%. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait de rupture fondamentale. En fait, malheureusement, j'ai envie de dire que les transitions sont pas vraiment amorcées. Tatiana, d'un mot? Ouais, du coup en Ardèche, on a des données récentes puisqu'on a fait une étude clientèle en 2023 avec 15 000 questionnaires exploitables, donc un gros dispositif. Et effectivement, donc nous on est même au-delà de ces chiffres de 2004, puisqu'en 2004 on avait aussi une étude clientèle qui avait donné comme chiffre sur le sujet des déplacements pour les séjours personnels. On était à 89%, puisqu'effectivement en Ardèche il faut savoir qu'on n'a pas d'autre dispositif que la voiture. On y reviendra, oui. On y reviendra. Et aujourd'hui, en 2023, on a noté une légère baisse d'un point. On est à 88%, donc on est assez fiers. Par contre, ce qu'on note, nous, c'est plutôt sur les déplacements pendant le séjour, où là, effectivement, on a des nouveaux modèles de déplacement qui se mettent en place. Des choses qu'on n'avait pas mesurées il y a 20 ans, mais en tout cas, c'est des choses qui apparaissent aujourd'hui dans la nouvelle étude clientèle. Greg, tu voulais dire un mot pour compléter? La voiture, on est sur les mêmes proportions, là, 3/4. Je pense qu'on a monté un peu sur le train. On a beaucoup d'étrangers qui arrivent via le hub de Paris. Et les Nord-Américains, les Asiatiques commencent à prendre le train. Mais ils le prennent pour aller en arrondi comme on prend un métro ou un tramway, quoi. Donc, effectivement... c'est ça. Tu voulais partager aussi quelque chose, Nico? Si on devait mesurer aujourd'hui, je pense que quand même on rajouterait le vélo. On individualiserait à l'époque. Ça n'était pas un sujet. C'est autre, là. C'est devenu, c'était de globaliser dans autre. Et je serais curieux de savoir si on le faisait aujourd'hui, dans voiture particulière, Blablacar, le poids que ça aurait. Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait intéressant d'aller creuser un peu ce qu'il y a derrière voiture particulière. Ça aurait du sens de le mesurer. Il y a 20 ans, ce n'était pas un sujet. Blablacar n'existait pas, tous ces usages n'existaient pas. Aujourd'hui, ça existe. Et dans nos prochaines enquêtes, est-ce qu'on saura distinguer aussi voiture électrique ou voiture thermique? Oui, tout à fait. On a des Néerlandais qui viennent dans les Hauts-de-France ou en Normandie à vélo. Ils partent de chez eux avec leur vélo. Alors des fois, ils le ramènent avec un dispositif de portage, mais ils viennent. On en parlera. On s'est questionné, c'est quand on a préparé cet atelier, sur les coûts. Est-ce qu'il y a eu une évolution des coûts en 20 ans? Ce qu'on peut observer donc avec cet indice des prix à la consommation de l'INSEE sur plusieurs coûts qui sont liés directement à des activités touristiques. L'indice 100, vous le voyez, est en 2015. En 2004, évidemment, sur à peu près tous ces sujets-là, on était un peu en dessous. On se rend compte que juste avant le Covid, il n'y avait pas de grosse explosion des coûts. On était sur des choses très raisonnables, mais que par contre, en l'espace de 5 ans, on a vraiment des coûts spécifiques qui ont explosé. Alors évidemment, il faut regarder dans le détail. On sait que le coût d'un TGV par rapport à un coût d'un TER, et les deux sont dans le train, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est quand même assez intéressant de voir que finalement, c'est la période post-Covid qui a fait un peu exploser certains des coûts du départ en vacances. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut partager quelque chose là-dessus, une réflexion. C'est pas obligatoire. Moi, juste rapidement dire que ça, le
le prix et le rapport qualité-prix, c'est un énorme point de vigilance pour la compétitivité de nos destinations. Je parle plutôt à l'échelle de la France, là, où on voit qu'il y a des destinations européennes qui montent fortement, qui sont nos concurrents directs, Espagne, Italie, Grèce, Portugal, qui montent aussi, et que ce qui pêche le plus dans les études d'Atout France, c'est l'accueil, la qualité et le prix. Donc gros point de vigilance pour nos socio-professionnels, là, sur... certes, on est sur une période d'inflation, il y a une nécessité de répercuter les prix, mais vigilance quand même à avoir les effets sur le long terme, sur l'attractivité, la compétitivité des destinations. Ouais, vigilance. La ligne globale, c'est global tous les produits, hein, de la baguette en passant par ce que vous achetez, les vêtements, etc. C'est pas global tourisme ou ces éléments-là. Donc global, on est passé à 121. On voit que dans le tourisme, globalement, on a un peu explosé. Les activités qui étaient pratiquées en 2004. Donc là, vous voyez un petit listing de tout ce que les gens faisaient en 2004, quand ils étaient en France métropolitaine, en Outre-mer, en Europe, à l'étranger, sur l'ensemble des séjours. Un chiffre juste au-dessus, c'est le nombre de licenciés de la Fédération française de randonnée. Sachant qu'il y a beaucoup de gens qui font de la randonnée sans être licenciés, bien entendu. Mais on voit cette explosion quand même, hein, 75 000 en 1994, 170 000 en 2004, 230 000 en 2023. Ce sont des chiffres qui continuent d'évoluer. Donc cet aspect de randonnée. Et à l'époque, on distinguait promenade, balade et randonnée pédestre, qui reste une distinction bien entendu très valable entre ceux qui se baladent et ceux qui font presque du sport en randonnée. Mais voilà donc ce qu'on mesurait à cette époque-là. Trekking, trail dans la randonnée pédestre, là, enfin, je veux dire le côté sportif, exactement. C'est ça qui prend de l'ampleur. Ça, ce sont des chiffres sur les ventes de vélos. Et on se rend compte qu'on vend en fait moins de vélos qu'à une certaine époque. Hein. Vous voyez, ça c'est le graphique de droite. Mais par contre, en termes de chiffre d'affaires, c'est bien supérieur. Tout ça notamment s'explique par le fait qu'on a aujourd'hui 30% de vélos assistance électrique qui sont vendus chaque année, avec un budget du coût d'investissement qui est relativement élevé. Vous l'avez sûrement vu, le vélo c'est devenu une des grandes priorités. Le déploiement, et on a plein d'outils aujourd'hui qui nous aident à mesurer ça et à voir comment ça évolue. Et d'ailleurs, ce chiffre de la SNCF, avec l'emport des vélos dans les trains qui progresse, ça reste toujours un peu compliqué. C'est parfois des démarches qui sont saisonnières, mais on voit quand même que ce soit sur les intercités, que ce soit sur le TGV, il y a quand même de grosses évolutions sur lesquelles la SNCF fait mène des travaux, hein, parce qu'il faut aussi pouvoir changer les rames, c'est pas toujours évident, mais notamment avec le concours d'un peu de pression que vous pouvez leur mettre, vous, organismes touristiques, on se rend compte que ça bouge légèrement sur ces sujets-là. Voilà, puis je finis sur peut-être 2 vidéos. Ça, c'est une vidéo qui date, je crois, de 2005. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. C'était donc, je crois, en 2005 de mémoire. C'était notre président de l'époque et puis notre président de maintenant. Pour nos Français, c'est qu'on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Bon, c'est juste une petite pique, parce que franchement, Chirac, c'est pas le plus grand écolo du monde non plus, hein, même si à Johannesburg, il a fait une petite déclaration qui reste dans la mémoire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore du mal avec notre bagnole. Alors, l'idée de cet atelier, c'est de parler de comment on fait des séjours sans voiture, avec nos 4 destinations. Donc, Aurélie pour la région Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, on a Nicolas qui nous vient de La Rochelle. Tatiana du département de l'Ardèche. Et enfin, Grégory pour le CRT Normandie. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse d'abord un petit tour de table pour que vous nous présentiez en 5 minutes chacun. Je sais que ça va être dur à tenir pour certains et certaines. En 5 minutes, tout ce que vous faites actuellement sur ce sujet-là, ou en tout cas les principaux projets que vous voulez mettre en avant. On commence avec toi, Nicolas. C'est moi qui commence. Ouais, c'est toi qui commence. On va commencer tout de suite, puisque j'ai 5 minutes, on va aller dans le vif du sujet. La Rochelle a été une ville qui était pionnière dans l'écologie urbaine, puisque ça a été la première ville à lancer le système de Vélib. Alors à l'époque, ça ne s'appelait pas des Vélib. Première ville également à avoir eu des rues piétonnes, etc., dès 1975. Donc on a une certaine légitimité, antériorité sur ces sujets de mobilité. Et quand nous avons créé, il y a maintenant 3 ans, on va dire une évolution du CityPass La Rochelle qui existait déjà avant le Covid,
La première, c'est le sujet du jour, de favoriser le passage à l'acte vers les mobilités douces, augmenter la durée du séjour et faire découvrir l'ensemble du territoire élargi, sachant que les points, il y a marqué 1 partout, normalement c'était 1, 2, 3. Normalement, faire découvrir l'ensemble du séjour, ça va avoir avec le fait d'augmenter la durée du séjour, puisque plus on les garde longtemps, plus on a besoin de leur montrer ce qui se passe autour. On n'est ni Venise, ni Paris, on n'a pas la prétention de garder les gens une semaine à l'intérieur des remparts de La Rochelle, qui d'ailleurs n'existent plus. Parce que depuis quelques semaines, en fait, les 3 priorités, c'est les mêmes. C'est priorité numéro 1. C'est toi la C'est bien de ne pas prioriser. C'est voilà. Difficile. Hein, mais... Alors, donc... merci Ludo. Donc on a un produit qui s'affranchit très allègrement de nos limites administratives, mais ça, moi c'est un peu ma marotte, j'aime bien faire ça. Donc on va sur 2 régions, Nouvelle-Aquitaine et Pays de Loire, et sur 3 départements, la Charente-Maritime évidemment, les Deux-Sèvres et aussi la Vendée. Donc on va assez loin, on va à une centaine de kilomètres de La Rochelle, évidemment en lien avec mes collègues. Tout le réseau de transport en commun de l'agglo est inclus, mais également, depuis cette année, tout le réseau TER. On va en reparler après, ce qui permet d'aller en train à Saintes, par exemple, ou à Rochefort. C'est inclus dans le prix du pass, donc il n'y a pas eu d'augmentation de tarif, qui plus est. Volontairement, on n'a pas de passe 24 heures, parce que moi, les gens qui viennent à la journée ne m'intéressent pas, je l'assume complètement. Les gens qui viennent à la journée à La Rochelle, ils vont sur le Vieux-Port et visiter l'aquarium et manger une glace ou aller au resto. Je suis très content, c'est très bien, mais je n'ai pas d'énergie à déployer pour en faire venir encore plus. En revanche, on a créé un pass 7 jours qui n'existait pas parce qu'on a vocation à les faire rester le plus longtemps possible et ça marche très bien. Le pass est 100% dématérialisé et au-delà du réseau de transport en commun, il y a environ 50 sites et activités qui sont inclus, de la visite des Tours de La Rochelle à des croisières en bateau pour aller voir Fort Boyard, j'en passe et des meilleurs, les musées aussi évidemment. Alors la mobilité est évidemment le cœur du réacteur. On se rend compte que 38% des visiteurs qui achètent le pass prennent les transports en commun. Alors c'est un chiffre qui monte année après année. Après, La Rochelle n'est pas une très grande ville, donc on peut quand même tout faire à pied. Dans les très grandes villes, le taux d'utilisation des transports en commun est en général plus élevé. Et donc depuis cette année, et c'est d'ailleurs grâce à une rencontre faite l'année dernière ici même, à La Rochelle, avec Landry Baran, je ne sais pas s'il est dans la salle, il m'avait dit qu'il viendrait peut-être de la SNCF. On était intervenus d'ailleurs au même atelier, du coup on avait discuté après, et de cette rencontre est né effectivement, je crois que c'est une première nationale, le fait que le réseau de TER est inclus dans le pass. On dit toujours que c'est très long avec la SNCF, comme toujours, c'est des histoires de rencontres, et avec Landry, ça a bien matché. Donc, on a le train maintenant pour aller un petit peu partout. Quelques résultats obtenus sur 12 mois glissants. Un peu plus de 18 000 sites ont été visités, 12 000 journées ont été commercialisées, et un chiffre que nous, on suit beaucoup, c'est le chiffre du taux de rayonnement. Alors au début, on avait appelé ça taux de ruissellement, puis le mot est devenu un peu connoté. Le taux de rayonnement, c'est le pourcentage de visiteurs qui vont sortir de l'agglo de La Rochelle avec le pass. La première année, il était de 9%. Ça fait 3 ans, il est maintenant à 26%, mais notamment grâce au TER, puisqu'on offre des possibilités de sortir de l'agglo plus facilement. Et puis aussi, on se rend compte évidemment que ceux qui achètent le pass 7 jours vont beaucoup plus sortir que ceux qui ont pris le pass 48 heures ou 72 heures. Alors ça, vous voyez, c'est mon premier essai avec l'IA. J'ai pas réussi à faire en sorte que la vache regarde le train. J'ai renoncé au bout du 3e essai. J'avais en plus la version gratuite de ChatGPT, donc j'avais le droit qu'à 3 essais. Donc peut-être que l'année prochaine, la vache regardera le train, il y aura peut-être la mer derrière. Et c'est pas un TER Nouvelle-Aquitaine. Voilà, je suis désolé, je suis vraiment un bisu, je suis un bleu moi, sur l'IA. Voilà, c'est une limousine quand même, elle est du coin. Alors le taux d'utilisation du TER, c'était une vraie inconnue. C'était une double inconnue pour nous. La première, c'est qu'évidemment, on voulait que ce soit qu'il y en ait le plus possible, mais en même temps, comme on paye, nous, chaque trajet, je ne voulais pas que ce soit trop non plus, sinon je me serais retrouvé à poil dans le port de La Rochelle, et ce n'était pas le but. Ni à poil, ni dans le port. Donc taux d'utilisation, 20%, ce qui est beaucoup. On ne pensait pas que ce serait autant. 20% des gens qui ont acheté le pass ont pris au moins une fois le train, le TER. Et par exemple, les sites de Saintes, de Saintonge, ont vu leur fréquentation augmenter de 57%. Et les 2 tiers des gens qui vont à Saintes avec le La Rochelle Océan Pass, ils vont en TER. Même chose sur Rochefort, l'augmentation est moins significative, mais c'est 20% malgré tout. Et puis évidemment, les vaches regardent passer. Les trains, ils étaient déjà là, mais voient maintenant passer les touristes dans les trains, elles sont super contentes, paraît-il.
Le sujet central, c'est une techno ultra simple, et c'est d'ailleurs toute la complexité des discussions avec la SNCF, parce que ils ont un système qui est ultra sécurisé, et trouver un moyen de contrôle des billets qui satisfasse à la fois des contraintes de sécurité informatique et aussi de praticité pour les contrôleurs, c'était pas évident. J'en dirai peut-être quelques mots tout à l'heure plus en détail, mais je crois que je suis déjà pas loin des 5 minutes. J'ai déjà dépassé, pardon. Oui, je pense que ça a dépassé. Alors, Oui. il y avait une vidéo, on va peut-être la zapper. Allez, zappons-la. Voilà. Alors Merci. Ça c'est pour parler d'un autre produit, mais qui s'appelle le La Rochelle Océan Van, qui est un minibus électrique, puisque tant qu'à inciter les visiteurs à venir chez nous, on leur dit ensuite, allez donc visiter tout le territoire en transport en commun. Sauf qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où on ne peut pas aller en transport en commun parce que ça n'existe pas. Donc on a essayé de réfléchir à un autre système qu'on appelait La Rochelle Océan Van, qui est un minibus électrique. C'est des excursions. Alors oui, j'ai dit On que ça peut s'appelait- peut-être éventuellement la mettre sur le son pendant que tu parles. Si, Oh non, ça va me perturber. Allez, ok. Rien me dérange. Alors, vous voyez, j'ai mis en titre parce que je pense que c'est aussi important qu'on partage quand on se plante. Parce qu'on voit beaucoup de retours d'expérience, de présentation de nouveautés aux jeunes du tourisme. Et on voit plus rarement des gens qui viennent en disant en fait, ça n'a pas marché, notre truc, on s'est planté. Donc, sur ce produit-là, tu fais partir des rares qui se plantent qu'on invite, en fait. C'est pour ça. voilà. Donc ce produit-là n'a pas marché. Ça fait maintenant 2 ans. Alors on va dire que c'est un succès d'estime, hein, puisque on a bien eu une centaine de personnes qui sont parties avec ce van. Le problème, il est clairement de modèle économique, c'est-à-dire à 150 € la journée d'excursion ou à 75 € la demi-journée. On est sur des tarifs qui pourraient tout à fait convenir à un touriste américain qui est à Paris ou à Bordeaux, mais pas du tout à un touriste français qui est à La Rochelle. Il n'y a pas de marché. On est sur un produit qui n'est pas subventionné. Donc il y a bien un besoin. En revanche, on n'est pas capable aujourd'hui d'avoir un modèle économique qui fait que le produit vit et peut être pérennisé. Moi, je n'ai pas vocation à être subventionné pour perdre de l'argent en envoyant des gens à Rochefort ou dans le Marais-Poitevin qui ne sont pas sur mon territoire de compétence. Donc c'est un peu les limites de l'exercice. Donc on s'est planté, mais c'est pas grave parce qu'on est très content d'avoir essayé. Et puis on a déjà quelques idées pour faire évoluer le produit parce qu'on voudrait qu'il continue, mais il faut qu'on arrive à avoir un fonctionnement, en tout cas à l'équilibre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà pour La Rochelle. Merci pour ce partage, Nicolas. Et maintenant, je te propose de céder. C'est la super, petite télécommande. ça c'est 2 trucs qui nous intéressent. On a des Américains et des vaches, donc Ouais. on est prêt à échanger. Ils vendent des licences. C'est pas encore un commun, a priori. Tatiana, on passe à toi avec Oui. l'Ardèche. Du coup, alors moi l'idée c'est de vous présenter un peu un dispositif qu'on a mis en place il y a un peu moins de 2 ans avec 2 axes de travail autour de l'Ardèche. Donc l'Ardèche effectivement c'est le seul département français aujourd'hui qui n'a pas de train de voyageurs et cela depuis 50 ans. Pour autant on existe en tant que destination. On n'a effectivement pas de compétences à l'échelle départementale, la compétence transport étant descendue aux intercos ou alors au niveau de la région. On est structuré avec un ADT et 17 offices de tourisme. Et donc effectivement, on est une vraie destination touristique rurale aujourd'hui avec 16 millions de nuitées par an en moyenne. Et on a fortement constaté des augmentations de demandes, notamment post-Covid, des clientèles urbaines notamment qui sont assez proches de chez nous, sur Lyon, Grenoble, Marseille. Des nouvelles clientèles qui ont des besoins, qui ont plus de voiture et qui connaissent l'Ardèche, parce que c'est des gens qui venaient, qui avaient l'habitude de venir en voiture, mais qui continuent à vouloir venir chez nous, mais qui n'ont plus moyen de se déplacer. Donc souvent, ils sont un peu dépourvus face au fait qu'on n'ait pas de train, donc parce que en général, ces gens-là ont l'habitude de prendre le train, mais pour le coup, pour venir en Ardèche, il n'y en a pas. Donc on essaye de répondre à cette problématique. Et donc, une de nos forces, c'est qu'on a travaillé ensemble depuis 2 ans autour d'une stratégie digitale partagée avec l'ensemble des offices de tourisme et l'ADT, et on s'est appuyé sur un dispositif commun d'accueil des visiteurs en séjour. Donc ça, c'est un peu la base pour vous expliquer ce sur quoi je vais vous parler juste après. Donc on a travaillé 2 axes, notamment la phase amont du séjour qui était plutôt essayer d'aider à faire en sorte que ces gens-là trouvent des informations pour essayer de leur faire consommer l'Ardèche autour d'un week-end, un séjour, etc. Donc il y a eu un gros travail de sourcing des offres autour d'hébergement, d'activités qui soient accessibles sans véhicule. Donc ça, c'est un gros travail qu'on a mené ensemble en interne avec des collègues de l'ADT, mais aussi nos partenaires office de tourisme. Et puis le deuxième axe, c'était plutôt favoriser la consommation sur place, une fois que les gens sont sur place,
et d'éviter les déplacements en voiture pour limiter l'impact carbone aussi. Donc le deuxième défi, ça a été de rendre lisible cette offre de transport qu'on a effectivement sur le territoire, mais qui n'est pas forcément connue des grands réseaux des transporteurs. En tout cas, on a de l'offre, et l'idée, c'était de faire en sorte que cette offre puisse communiquer entre elles et puisse être lisible par n'importe quel utilisateur sur le territoire. Donc on a travaillé notamment avec l'agence Authentique qui est présent aujourd'hui sur le salon au stand 18, vous pourrez le rencontrer. Donc effectivement, l'idée c'est d'aller identifier l'ensemble des offres existantes en termes d'offres de transport local, au-delà des typiques transports TER, etc. qu'on peut avoir sur le territoire. C'est aussi le défi d'aller chercher de l'offre de transport local qu'on peut avoir, des services de navette estivale ou des trains touristiques, on en a 2 sur le territoire. Et c'est de récupérer cette information-là et de la mettre dans une mécanique qui nous permette, nous, de l'exploiter et de pouvoir répondre, comme peut le faire Google ou Waze, etc., à des requêtes de déplacement d'un point A à un point B sur le territoire. Donc voilà, ça se base sur un ensemble de données. Vous avez une illustration à l'écran avec de la donnée issue des TER, des offres locales. On a beaucoup de réseaux de bus aussi sur les grandes agglomérations ardéchoises. Donc l'idée, c'est aussi de mettre tout ça en mouvement et de faire en sorte qu'on propose une solution de déplacement en local. L'idée, c'était pas de remplacer Google ou Waze ou de créer une nouvelle application. Au contraire, c'était de pouvoir s'appuyer sur un dispositif qui soit souple et qui puisse s'intégrer sur n'importe quel écosystème digital de l'Ardèche. Donc c'est une brique technologique qu'on vient intégrer à différents systèmes, et notamment sur notre système qu'on a déployé avec les offices de tourisme sur l'accueil des visiteurs. Donc on a cette brique technologique qui vient effectivement répondre à ce besoin de déplacement autour de l'offre effectivement qui est saisie sur Happy Day, notamment chez nous. Donc l'idée pour nous, c'est toujours de satisfaire le client. Notre cœur de travail à chaque fois, c'est toujours de satisfaire les clients. Et donc cette information, donc là vous avez une illustration, j'aurais aimé vous faire une vidéo, mais j'ai pas pu le faire. Mais en tout cas, vous avez bien une réponse avec le système qui est présenté via le Local Trip Planner, avec une réponse d'un déplacement avec des offres locales, donc avec une proposition de transport, là où Google, par exemple, ne trouve pas l'information. Donc là, pour nous, c'est une vraie force, ce projet. Donc ça vient juste de sortir. Donc vous avez voilà, la primeur. Et donc on est plutôt fiers. On va l'expérimenter largement là, cet automne, cet hiver, pour pouvoir le diffuser largement auprès de nos futurs visiteurs et nos gens aussi sur place, qui ont besoin aussi de ces informations. Et l'idée, c'est d'avoir cette brique intégrée à ce fameux carnet de voyage digital qu'on propose à nos visiteurs qui viennent rendre visite à nos conseillers en séjour. Et ça apporte vraiment un service plus, puisque derrière, l'idée qu'on a aussi, c'est d'aller un peu plus loin, et c'est d'augmenter cette information par de l'expertise de conseillers en séjour. Typiquement, on a des zones très surchargées l'été, par exemple, la partie sud Ardèche est très très chargée. Et il y a des axes qui sont souvent typiquement pris par les visiteurs. Sauf que des fois, il suffit de faire un petit détour et on va être sur des axes beaucoup moins fréquentés et on va pouvoir découvrir des choses, des petites pépites. Et l'idée pour nous aussi au niveau du département, c'est de pouvoir aussi diffuser les flux touristiques et d'essayer de faire rayonner l'ensemble du tourisme sur le territoire et sur des zones un peu moins fréquentées. Donc voilà un peu l'idée de notre travail et notre réflexion, comment on l'a menée. Merci beaucoup Tatiana, super timing. On passe maintenant à Greg pour la région Normandie. Alors en Normandie, vous êtes plus sur la création d'une offre du coup qui vient inciter les touristes. Alors, c'est là ? Non. Oui, tout d'abord le contexte, avant de lancer quelque chose de nouveau. Évidemment, on a la chance d'avoir une région dans son schéma et qui a une volonté politique de le faire. On a une équipe qui travaille à sensibiliser les prestataires depuis pas mal de temps. Depuis 4-5 ans, on a quelqu'un qui est responsable du tourisme durable, quelqu'un sur les mobilités. Tout ça, ça facilite les choses. Et puis, les élus, quand on leur dit on lance quelque chose de nouveau, c'est parti. On a déjà travaillé des offres de séjour sans voiture en Normandie, au départ des gares. On a travaillé effectivement sur des séjours bas carbone avec le réseau ATR. Et donc, quand on lance ça, c'est encore un item pour décarboner l'activité ou le voyage touristique. C'est également pour continuer à sensibiliser les partenaires. Et puis, il y a 15 jours, on sort un nouveau site web
Et les collègues qui ont travaillé, les équipes qui ont travaillé sur le projet, ils ont créé une rubrique Normandie bas carbone. Parce qu'il y a tout ça qui maintenant vient alimenter et qui permet de diffuser partout. Donc cette histoire du tarif bas carbone, Normandie, évidemment vous l'avez vu, les gens viennent en voiture. Donc il faut inciter, féliciter ceux qui viennent sans leur voiture. Il faut aussi que ce soit jouable, que ce soit déployable sur l'ensemble du territoire. Donc on part nos amis canadiens là sur les plages qui font un gros travail sur le Dura, RSE, et qui lancent ce tarif bas carbone en 2021 en test. Ils ont 200-300 personnes. Ils sont contents d'annoncer ça et d'accueillir des gens qui sont venus sans voiture. Et eux, ils ne sont pas près d'une gare, ils sont juste, il y a le vélo qui passe devant chez eux. Donc ils sont accueil vélo, etc. Et nous, on dit, votre modèle, on va essayer de le proposer à tous les autres. Donc après, il faut que tout le monde puisse le faire. Et puis, il faut que ce soit lisible d'un point de vue du visiteur. Donc, là, vous voyez déjà le petit logo qui est affiché à l'entrée dans notre communication pour bénéficier de ce tarif bas carbone. Vous voyez déjà l'histoire du vélo, du bus, du train. On a exclu les voitures, même électriques, etc. Vous ne voulez pas en entendre parler. Donc, c'est un vrai choix. Et le choix du vélo, difficile, parce que contrôler l'histoire de venir en vélo, eux, ils prenaient des photos au centre Junovis, ça nous a posé des problèmes sur des très gros sites pour vérifier ça. Donc, on travaille beaucoup sur la confiance. On est là pour sauver la planète, donc je veux dire, la confiance par rapport aux sites et aux visiteurs. Donc, une réduction au minimum de 10% qu'on a imposée. On a commencé par ce qui était facile, c'est-à-dire les prestations d'activités et de lieux de visite. Évidemment, les visiteurs avec des mobilités douces et avec effectivement la présentation du titre de transport. Le centre de Suno Beach, il va loin. Hein. Il prend les tickets de train de toute la Normandie. Donc on a, encore une fois, là, on le dit, on le martèle, c'est l'histoire de décarboner le voyage à destination qui est le plus polluant. Donc quelqu'un qui arrive à Rouen, qui rentre par le haut de la Normandie, il loue une voiture, il arrive au centre Juno Beach, il arrive avec son ticket de train, ça marche. Il a le droit à la réduction. Et là, et centre Juno Beach, c'est 30% qu'ils accordent. Et puis, effectivement, l'histoire du vélo, effectivement, la photo, tout ça, c'est compliqué. Les objectifs qu'on avait sur ça, c'était effectivement d'inciter les mobilités durables, d'encourager les sites à se préoccuper de cette histoire de comment mes visiteurs, ils arrivent chez moi. Qu'est-ce que je fais pour décarboner ? Qu'est-ce que mes visiteurs font ? Qu'est-ce que je fais ? Et puis après, vous savez, il y a les différents scopes, on va jusqu'aux fournisseurs. Donc, on leur met le doigt dans l'engrenage. Et puis après, on ne les lâche pas. On dit, vous commencez par ça. Et puis quand on commence avec quelque chose qui a l'air modeste, mais qui est quand même compliqué à mettre en place, on finit l'année, on va avoir une centaine de sites qui embarquent. Donc après, le bouche à oreille, content, pas content, beaucoup de monde, pas beaucoup de monde, content d'avoir accueilli des gens à vélo, des gens qui sont venus en bus, comment ils ont fait pour venir jusque-là. Enfin, ils vont se poser les bonnes questions. Et puis, ils vont être, c'est ce que vous voyez là, mieux connaître le territoire, c'est-à-dire à un moment donné, le maillage. Parce que là, évidemment, les transporteurs ont embarqué. Après, on leur dit, vous avez embarqué, vous avez mis le logo. Maintenant, vous allez voir les sites qui vont vous poser des questions. Pourquoi l'arrêt de bus, il est là ? Pourquoi le train, il n'arrive pas quand le musée il ouvre ? Vous allez effectivement avoir ça. Mais c'est bien, ça fait bouger les lignes, ça fait se poser les bonnes questions. Puis à l'échelle d'une région, c'est compliqué à traiter, il faut faire tout ça. Donc là, les partenaires, vous les avez vus, hein, notre réseau de bus, SNCF, on les a embarqués. Les sites, on a fait plusieurs, effectivement, des webinaires, des réunions pour les embarquer. On a commencé à lancer avec 50 sites. Et puis c'est monté en puissance tranquillement. Les collectivités, les sites institutionnels, ils ont besoin un peu de temps, de latence pour prendre la décision, pour changer le tarif, pour appliquer, etc., pour mettre la pancarte à l'entrée. Donc ça reste un petit peu compliqué. Et puis vous avez vu, on a fait une com pour que ça s'impacte, soit affiché à l'entrée. Et puis c'est assez simple à comprendre. C'est un message assez simple à comprendre pour le visiteur et assez simple à afficher pour les équipes du musée pour se poser les bonnes questions. Et puis évidemment, ça a plutôt bien marché quand on a lancé ça à l'échelle d'une région. Hein. On a eu des retombées télé, médias, etc. qui ont félicité la chose. On espère effectivement étendre ça dans la Normandie, mais également que ça fasse des émules à l'extérieur, parce que plus on sera nombreux à se préoccuper de ça, nos sociopros, ils vont embarquer, et puis après, il y aura de plus en plus de visiteurs qui vont vont faire ça. On fait du lobbying pour que le transport réponde. On fait tous du lobbying avec ça. Un objectif quantitatif à venir ? Tu nous parlais de 90 partenaires aujourd'hui. D'un mot, l'année prochaine ou dans 2 ans, est-ce qu'il y a un objectif qui est fixé ? Nous, on n'a pas d'objectif. On sait que c'est dur de faire venir les gens en bus, en train, dans la majorité des sites. Il y a des sites qui me disent moi, j'aurais personne. Je dis fais-le. Ça n'a rien de coûter tout ça, puis de poser les bonnes questions. Pourquoi il n'y a personne qui vient ? S'il n'y a personne, ça ne te coûte pas rien.
Le site Juno Beach, il a commencé il y a 4 ans, il y a 200 visiteurs. Là, cette année, il a doublé le nombre de visiteurs qui ont bénéficié du tarif bas carbone chez lui. Il va passer à 2000. Ils sont à 1700 là pour l'instant. Sur une année 80e anniversaire du débarquement où ils sont à 100 000 visiteurs, donc vous voyez, c'est pas un gros pourcentage. Ouais, c'est 2%. Ils aimeraient, et c'est 30%. Et les gens, ils viennent pas pour l'appât de la réduction. Ils viennent parce qu'ils sont fiers d'être venus comme ça. Et ils sont fiers de demander ce tarif-là. Et souvent, c'est des Canadiens, etc. Et je veux dire, quand tu as fait le voyage en France, t'es pas à 3 euros, 3 ou 4 euros près. Donc, nous, l'objectif, 90 sites. On a les événements qui nous ont dit pourquoi nous, on n'embarque pas, etc. Le site, c'est toute l'année. Donc, un événement, on dit oui, tu vas embarquer, on va te faire de la communication, mais ça va être des one-shots dans l'année. Le Parc Expo de Caen nous a dit, moi, pour mes grands événements, je veux appliquer ce tarif-là. On a les hébergeurs aussi qui nous disent comment nous on fait pour embarquer là-dedans. Mais alors les hébergeurs, plus compliqué à gérer. Mais en tout cas, on va étendre le nombre de sites et après on va aller sur d'autres sociopros pour agrandir la communauté qui travaille là-dedans. Le gros bilan, tu parlais de résultats, c'est quand on va les réunir à la fin de la saison et qu'on va leur dire qui c'est qui a résolu des problématiques et partager avec les autres comment vous avez fait. Comment ça a marché sur votre équipe? Comment vous avez été sur les autres scopes de la décarbonation? Enfin, c'est ça derrière, c'est le back-office. Un effet d'entraînement. Ok. Et on va conclure ce petit tour de table avec Aurélie, si on peut, voilà, parfait. Et la petite zapette pour passer. Alors Aurélie, on a déjà parlé de vos actions ces 2 dernières années, avec Amandine, Émilie Roy de l'ADT 64, l'an dernier si je me souviens bien, séjour bas carbone et le travail en commun avec l'ADEME sur le calculateur. Mais on va refaire un petit point donc sur ces 2 actions. Alors avec mes slides, je suis dans la thématique de c'était comment il y a 20 ans. Voilà. Est-ce que je peux tout mettre sur une seule slide? Non. Est-ce que je peux faire mon rapport d'activité sur une slide? Non, mais, j'ai joué la facilité en prenant des éléments existants. Donc effectivement, je vais essayer de vous faire le résumé des épisodes précédents de ce qui a été fait dans les ET précédentes et globalement. Donc les séjours bas carbone, comme en Normandie, en fait, ça s'inscrit dans une volonté politique. Néoterra, notre vice-président vous en a parlé tout à l'heure, la feuille de route du tourisme durable qui a été votée en mars 2023, etc., qui vise à faire de la Nouvelle-Aquitaine une destination exemplaire en termes de tourisme durable. Et après ça parle de 3 constats. 80% de nos clientèles viennent en moyens carbonés. Les transports, c'est 56% des émissions de gaz à effet de serre en Nouvelle-Aquitaine. Et le manque d'information, c'est le 2e frein à la pratique du tourisme durable. Donc à partir de là, comment on fait pour rendre visible, lisible une offre durable? Et en fait, cette initiative, c'est avant tout une histoire de structuration et de marketing de l'offre plus qu'une offre marketing. Donc les séjours bas carbone, qu'est-ce que c'est? Ce sont des expériences de slow tourisme, porteuses de sens, accessibles en transport en commun, prioritairement en train, mais aussi en car, et qui font le choix de prestataires locaux, hébergeurs, restaurateurs, etc. Effectivement, comme le disait Grégory, la difficulté, c'est d'associer les sociopros et notamment les hébergeurs. Et en termes de cible, on est plutôt sur des clientèles de proximité, de grande proximité. On a la chance d'avoir une grande région, donc déjà le tourisme infrarégional, c'est déjà une grande manne. Donc là, on en est aujourd'hui, c'est 70 offres sur tout le territoire. On a commencé avec 2 territoires d'expérimentation, qui étaient, comme tu l'as dit, les Pyrénées-Atlantiques, qui ont témoigné avec nous l'année dernière, et la Gironde. Et aujourd'hui, on est sur les 12 départements, avec 12 ADT, et là où il y a 2 ADT qui ne sont pas encore partis, pas par manque d'intérêt, mais par manque de priorité ou manque de moyens, etc., on commence à travailler, soit à travers des tours opérateurs, soit à travers des offices de tourisme, aussi à développer des séjours sur ces territoires-là. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce sont à chaque fois des séjours inspirationnels montés avec les offices et les ADT, mais aussi des séjours qui sont en partenariat avec des voyagistes engagés. On a travaillé avec le réseau ATR, donc on travaille avec 3 voyagistes que vous avez là. Et à ce jour, sur les 70 et quelques, on en a une douzaine qui sont faits du coup avec des TO et qui sont distribués. Parce que c'était un enseignement de séjour en voiture de la Bretagne, en fait, qui avait fait un dispositif assez similaire, mais qui sont retrouvés à mettre ça sur leur page web, pas vu, pas acheté, pas commercialisé, pas distribué. Et on s'est dit, on n'est pas les pros de la distribution, personne. Et en fait, on va travailler avec des gens dont c'est le métier. Et on a travaillé main dans la main pour produire ces séjours-là. Donc 2 destinations pilotes, c'était l'expérimentation. Un point important, on a été appuyé par l'ADEME qui a financé une partie du dispositif.
Donc les séjours, ils sont faits à partir d'un référentiel qui lui-même est une agglomération de tous les référentiels existants. On a modélisé ça et ensuite on a appliqué une méthodologie en appliquant la chaîne de valeur territoriale. Nous, région, enfin CRT, on ne peut pas aller produire des séjours sur les territoires, on ne les connaît pas suffisamment bien, on ne connaît pas les prestataires, etc. Donc on a mobilisé les ADT, avec deux au départ, qui ont mobilisé leurs offices de tourisme, qui ont mobilisé les sociopros. Il y a toute la chaîne de valeur, et quand on parle de coopération territoriale en ce moment, ça c'est un exemple de coopération territoriale. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à produire ces séjours-là. Et on s'est rendu compte en fait qu'il fallait, nous on était sur tout de suite du séjour bas carbone, de l'inspirationnel, on a notre référentiel, on veut travailler avec des gens qui sont déjà engagés, leur donner de la survisibilité. Et quand on travaille avec les offices, ils nous disent oui, mais moi, j'en ai pas des prestataires engagés. Ou alors, je les connais pas. Et donc, on est redescendu et on a fait, avec la MONA, tout un parcours spécifique d'accompagnement qui est proposé conjointement aux destinations désormais. Donc, en fait, on a une expérimentation avec deux, une extension avec tous ceux qui sont venus frapper à la porte. Et là, on a été dans la modélisation avec les 3 territoires qu'on est encore en train d'accompagner, Lot-et-Garonne, Haute-Vienne et Corrèze, grâce à l'AMI ADN, ensemble d'ADN, qui nous a filé un coup de main méthodologique et un petit peu financier. Donc, expérimentation, extension, modélisation. Voilà, ça c'est un exemple de séjour, je passe vite parce que le temps est compté. Et là, on est sur la modélisation, on a mis en place le parcours d'accompagnement avec la MONA et toute une boîte à outils. Là, vous avez quelques exemples. Un guide ressources à destination des hébergeurs, parce que on s'est rendu compte aussi qu'il fallait jusqu'au bout de la chaîne. Et l'hébergeur, c'était bien de lui dire, vous allez intégrer un séjour bas carbone. Mais si, comme le disait Grégory, il n'était pas sensibilisé à qu'est-ce que ça veut dire, comment je fais, à part ma pauvre page qui est au fond de mon site internet entre les mentions légales et les crédits sur comment venir chez moi, comment je communique, quels sont les services que je dois apporter, quelle est l'information que je dois apporter, qu'est-ce que ça représente comme potentiel de clientèle. Donc tout un guide ressources et des ateliers. On a fait des ateliers dans 3 territoires avec les hébergeurs sur cette sensibilisation accompagnement. Un outil de diagnostic pour les sociopros sur où j'en suis en termes d'écomobilité touristique. Et une fiche de communication, je disais, écomobilité, une fois que je me suis un peu acculturée, comment je fais savoir à mes clientèles que je peux leur offrir tout ça. Donc là, vous avez le détail. La suite de l'expérimentation, c'est une volonté, on a modélisé, on a le parcours d'accompagnement qui va intégrer le catalogue de formation de la MONA. Donc on a un parcours d'accompagnement sur 5 jours, on va le transformer en 3 jours pour avoir quelque chose d'un peu plus léger parce qu'on a éprouvé la méthode. Donc désormais, tous les offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine vont pouvoir s'inscrire dans ces démarches. On a modélisé la boîte à outils qui est sur la méthodologie, c'est la méthodologie DARDA, dénicher, assembler, rédiger, diffuser, analyser. Et pour chacun de ces 5 étapes, on a tout un panel d'outils sur des fiches, de l'autodiagnostic, des préconisations, du partage de bonnes expériences, etc. Et ce qu'on veut vraiment maintenant, c'est le mettre, et ça fait résonance avec ce qu'on a dit tout à l'heure, en commun. C'est de travailler à travers ADN, vu qu'on a l'appui d'ADN, de voir comment on peut mettre la méthodologie d'accompagnement et cette boîte à outils à disposition du plus grand nombre pour que ça fasse boule de neige sur le territoire et qu'on puisse tous être engagés dans cette dynamique avec quelque chose d'un peu éprouvé sur comment j'arrive à structurer une offre et comment j'arrive à mobiliser des sociopros dans ces dynamiques-là, alors qu'on sait que c'est très difficile et que sans accompagnement et sans outils, ils ne peuvent pas y aller. On dit souvent pour la transformation, il faut qu'il y ait un levier économique. J'étais avec la Fédération d'hôtellerie de plein air la semaine dernière, on dit on va sur les économies d'eau, d'énergie, etc. parce que ça nous génère des économies, c'est leur premier moteur. 2, c'est les valeurs, souvent les valeurs du dirigeant. Et là, on voit de plus en plus d'entreprises qui sont engagées dans des démarches RSE. Et 3, c'est l'accompagnement, c'est les outils. Donc là, on a essayé d'agir sur cette brique-là. Et enfin, de pouvoir voir comment on peut modéliser toute cette connaissance-là pour la mettre dans la tribu des savoirs de la MONA. C'est aussi une piste, je ne sais plus quel intervenant en a parlé, c'est Cédric Chabry qui en a parlé tout à l'heure, toujours dans la notion des communs. Donc on est vraiment dans cette logique-là de vouloir capitaliser sur cette expérience-là, la continuer. On a comme objectif d'avoir une centaine d'offres sur tout le territoire. Et surtout de mettre ça en commun, de mettre cette expérience-là en commun. Et moi, je repars avec l'idée d'avoir l'expérience de Grégory que je pourrais appliquer et de mettre à disposition de tout le monde ce savoir-faire-là.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à quelques petits questionnements sur lesquels je vais vous demander une réponse très rapide. On voit que nos clientèles aujourd'hui sont en train d'évoluer. Malgré tout, les chiffres ne bougent pas tant que ça. Ça reste relativement marginal. Quel est, du coup, chacun d'entre vous, votre objectif principal? Est-ce que vous voulez avant tout inciter vos clientèles? Est-ce que vous voulez les contraindre? Est-ce que vous voulez les inspirer? Est-ce que vous voulez faire plaisir à vos élus qui ont voté des plans pour que vous soyez plus durable? Bref, s'il y a un objectif principal à votre démarche, lequel est-il? Tu as déjà ton micro en main, donc Grégory, tu es désigné volontaire. Non, nous, on pense que là, 100 prestataires à l'échelle de Normandie, et si on arrive à monter à 200, à 300, et chacun, même qu'ils accueillent quelques dizaines ou quelques centaines de gens en disant « nous, on est contents », je veux dire, quelque part, ça a un effet démultiplicateur qui est super intéressant. Nous aussi, on développe les séjours bas carbone, mais ça va concerner effectivement moins de monde, moins de prestataires. Là, on peut largement, je vous encourage effectivement à mener cette démarche qui est assez simple à comprendre, et puis qui montre que les acteurs sont prêts à s'engager, parce que c'est eux qui donnent la ristourne. C'est eux qui donnent la ristourne. Donc je veux dire, ils sont prêts à faire des efforts financiers pour féliciter effectivement les équipes et leurs visiteurs qui font ces efforts-là de décarboner l'activité touristique. Et c'est l'enjeu. Hein. Tatiana, chez toi? Donc nous, notamment sur le sourcing des offres, effectivement, nous, l'idée principale, c'est forcément de satisfaire nos clients, puisqu'on est vraiment aux abords de ces grands bassins urbains qui aujourd'hui sont vraiment de plus en plus sans voiture, et on le constate vraiment. Les gens se déplacent au quotidien par les transports en commun sur Lyon, Marseille, Grenoble, et ils ont aussi le droit de venir en vacances sans voiture, et même en Ardèche, même si on n'a pas de train, même si on n'a pas de système qui permettent vraiment de se déplacer de façon aisée sur l'ensemble du département. Pour autant, nous, c'est notre rôle en tant que destination institutionnelle à pouvoir offrir ces départs en vacances sans voiture. Et sur la consommation sur place, nous, l'idée, c'est vraiment de prendre le lead au niveau de la destination pour jouer un rôle, essayer de faire bouger les lignes, parce qu'effectivement, nous, notre rôle, c'est au niveau de la destination, au niveau du département, et on n'a pas de nos interlocuteurs au niveau du transport. Donc on essaye de travailler ensemble avec nos territoires, avec nos pros, nos filières, pour essayer de faire bouger ces lignes, aller à la rencontre de ces institutions aussi de la mobilité. C'est pas toujours évident. Et là, nous, c'est un enjeu très fort sur le territoire, un enjeu politique et aussi économique, et pouvoir offrir à l'ensemble de la destination aussi cette possibilité de diffuser les visiteurs sur le territoire. Donc insuffler et inspirer. C'est ça, plutôt. Ok. Nicolas, pour toi, à La Rochelle? On souhaite clairement favoriser le passage à l'acte, et on veut vraiment un effet volume. C'est-à-dire, pour vous donner, je disais tout à l'heure, il y a eu à peu près 12 000 journées commercialisées cette année. C'est environ 3 500 passes, donc 48, 72 heures et 7 jours, à rapporter aux 4 millions de nuitées touristiques sur notre territoire. Vous voyez qu'on est quand même très très loin. Et je crois que clairement aujourd'hui, l'objectif aujourd'hui, quand je dis 3000 passes, il faut que ce soit au moins x10 pour qu'on commence à avoir un effet de levier sur le territoire. On ne veut pas d'effet gadget. C'est pas un gadget de com, c'est pas un produit pour se donner bonne conscience. C'est bien pour ça que l'autre produit, on l'arrête, parce que pour le coup, il n'y aura jamais d'effet volume, parce qu'on n'a pas de modèle économique. Ce sera le seul produit touristique sur lequel on va travailler, sur celui-là, mais avec un vrai enjeu de volume, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit 3000 ventes par an, mais il faut qu'on arrive à 80 ou 100 000, à un horizon 5 ans. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce produit soit très utilisé pour qu'il soit utile. Sinon, on reste dans le... Je ne vais pas dire le gadget, c'est pas un gadget à 3000, mais en tout cas, on n'aura pas d'influence sur la manière de consommer le territoire si on se contente de 3000 ou 5000 ventes par an. C'est pas vrai. L'idée d'avoir un impact. Hein. Voilà, c'est vraiment d'avoir un impact et de changer vraiment les comportements. Aurélie, là, quand on discutait tous les 5 pour préparer, tu nous disais que tu avais eu la réflexion de certains qui disaient, bon, ouais, c'est un truc pour les bobos parisiens et bordelais qui n'ont pas de voiture, mais voilà, ça concerne pas grand monde. Alors comment on lutte contre ça, et toi, ton objectif principal? C'est faciliter et massifier. C'est dans le même esprit de ce que vient de dire Nicolas. Ouais. C'est, si on veut que ça s'inscrive pleinement dans le paysage, si on veut que ça devienne une évidence, qu'il y ait la présence à l'esprit de nos visiteurs, de se dire bah oui, je peux y aller autrement qu'avec ma bagnole, il faut que ce soit simple. Et là, on a un énorme enjeu. Nicolas a réussi à travailler avec SNCF, avec d'autres opérateurs,
à commencer par la région, sur la simplification. Donc il y a un gros enjeu de data, de billettique, de simplification. Donc c'est quelque chose qu'on va aborder dans le cadre d'une feuille de route des mobilités, là encore avec la MONA, pour essayer de décoincer, de déverrouiller ça et massifier effectivement c'est bien ce qu'on fait, mais c'est encore trop anecdotique. C'est pour ça qu'on a essayé de modéliser et d'essayer de faire en sorte que maintenant ce soit plus facile d'aller vers ces logiques-là et que la plupart de l'offre elle soit structurée pour pouvoir être compatible avec de l'écomobilité, quoi. Par la formation des pros, par évidemment des infrastructures, etc. Mais déjà ne plus se cacher derrière le train est trop cher, il y a des problématiques du dernier kilomètre, moi sur mon territoire j'en ai que 10% qui viennent en train. Oui, ok, tout ça. Pour autant, si nous on n'est pas là pour structurer l'offre et pour faire en sorte que ça devienne possible et facile et visible pour les clients, eh ben on passe à côté de notre boulot. Okay. Ce que dit, l'enjeu là, c'est vraiment rassurer nos visiteurs, comme quoi ils peuvent lâcher la voiture. Donc nous, on a un vrai travail à faire sur la destination pour dire, chez nous, tu peux lâcher ta voiture. Et après, les transporteurs, dire c'est facile de prendre le transport. Enfin, on doit réassurer nos visiteurs pour dire, vous allez lâcher la voiture. Ouais, il y a besoin d'infos là-dessus, hein. Vous évoquez, on a tous parlé de l'enjeu politique, tu as parlé, Greg, de tes prestataires qui sont centraux. Avec Nicolas, on a parlé du partenaire essentiel que peut être la SNCF, la région également. Et l'ADEME qui donne de l'argent. Et L'ADEME qui donne de l'argent, on l'a évoqué effectivement. Alors justement, parmi tous ces partenaires qu'on évoque et tout cet écosystème touristique, on va y rajouter peut-être les élus, on peut parler de vos collaborateurs aussi. Quels sont les partenaires les plus moteurs? Quels sont ceux qui continuent de freiner un petit peu? Lesquels vous aident à avancer? Lesquels parfois vous tirent un petit peu en arrière? Est-ce qu'on peut faire un petit listing rapide sur vos 4 destinations? Nicolas, tu commences? À la fois les moteurs et ceux qui sont les plus complexes, et effectivement, Aurélie a bien fait de rajouter effectivement la région qui avance en tandem avec la SNCF, mais il se trouve que c'est d'une lourdeur absolue, c'est-à-dire que on est effectivement encore dans une logique de silo et que c'est le transport qui déclenche. Nous, globalement, les pros, ils sont motivés, alors pas tous, mais on s'appuie sur ceux qui sont motivés, et puis ça fait bouger les autres, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas on essaie. Mais la clé, elle est vraiment, si on veut massifier, à un moment donné, c'est le transport, et les acteurs clés, ils sont autour de ça. Donc la région, clairement, chez nous, dans les intercos et la région, hein, qui sont vraiment au centre du jeu. Ok, et tu nous parlais de cette notion de billettique. Comment ça se résout au final, si on peut en dire un mot maintenant? Et la techno, elle est évidemment effectivement clé. Nous, on travaille avec un partenaire qui est maintenant, je pense, devenu le leader français de tout ce qui est CityPass, qui s'appelle Otipass, qui a développé un interface de contrôle de billets en partenariat avec la SNCF, qui est relativement simple en réalité. C'est juste un QR code, mais pour le faire homologuer par la SNCF, ça a été un petit peu, évidemment, il y a eu quelques allers-retours. Mais la techno reste évidemment fondamentale si on veut là aussi que le produit soit agile, facile, donc utilisé. Il faut effectivement trouver quelque chose qui soit idéalement numérisé, effectivement, et très très simple à utiliser. On bondit avec toi, Tatiana, justement brique technologique. La brique, sur notre brique mobilité, justement, on n'est pas allé encore sur le sujet de la tarification parce que aujourd'hui on est sur des acteurs complètement différents avec des principes de tarification complètement différents, et c'est là où il y a un gros travail à faire encore en techno. La problématique du MAS qu'on évoque depuis quelques temps ici. En tout cas, déjà, nous, le petit défi qu'on a relevé, je pense que d'avoir connecté l'ensemble des systèmes d'information liés au déplacement et aux différents écosystèmes de transport, déjà, je trouve que c'est déjà un gros pas pour nous. Et l'idée, c'est aussi de mettre en avant l'économie de l'impact carbone aussi. C'est aussi un rôle de pédagogie vis-à-vis de nos visiteurs. On a ce rôle-là en tant qu'institution aussi de diffuser cette information, de se déplacer de façon intelligente pour essayer d'avoir le moins d'impact possible. Et nous, au niveau des partenaires, effectivement, en local, ça a été assez facile. Au niveau de la région, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc les intercos sont très favorables à ce travail. Elles y voient du sens, elles y voient des intérêts pour eux aussi. Après, sur le sourcing, on a beaucoup travaillé avec nos offices de tourisme, comme toujours. On est sur un bien commun tout le temps sur l'ensemble des travaux qu'on mène. Et là où on a aussi rencontré des gens très intéressés, c'est les filières, notamment Gîtes de France,
dans le cadre de leur démarche avec l'ADEME, sont très en attente aussi de cette brique mobilité, puisque ça donnera aussi un effet positif pour leurs professionnels qui souhaitent rentrer dans ces démarches et qui ont besoin aussi de proposer à leurs clients l'information pour venir jusqu'à chez eux sans voiture. Donc voilà, on essaye aussi de s'appuyer sur d'autres filières qualité sur le territoire. Grégory, tu veux Oui. poursuivre? Alors moi, toujours sur l'aspect des partenaires, il y en a certains qui étaient un peu frileux par rapport à ça. Alors c'est comme tous les trucs du durable, il faut réexpliquer, réexpliquer, redonner les bons exemples. Là-dessus, on a la chance, le centre Juno Beach, ils disent allez-y, foncez, on ouvre nos portes, on dit comment on a fait, et il faut le faire en Normandie, il faut le faire en France, ils sont à fond. Hein. Donc ils ont valeur d'exemplarité par rapport aux autres. Ils ont vraiment la conscience de ce problème du climat. Et puis, on a également des sites qui sont motivés. On a une grosse destination là, que les Bretons nous envient, à l'ouest de la Normandie. Ils avaient envie d'y aller. Le site qui accueille plus d'1 million de visiteurs. Qui se trouve en Bretagne, non, c'est ça? Non. Non, tu n'as pas compris. Attention, ce que t'as j'ai deux dit. Normands à côté de toi. Et effectivement, 3 millions de visiteurs sur site et 1 million qui montent là-haut. Il faut gérer les présentations de justifs, l'histoire des vélos. Ils avaient envie de rejoindre la démarche. Ils travaillent dessus, mais du coup, on a accéléré les process, on a accéléré pour justement favoriser la mobilité douce sur le site. C'était leur ambition, c'est dans leur projet. À un moment donné, on a dit il faut embarquer là, parce que vous n'y êtes pas. Donc ça, c'est plutôt bien. On voit que nos partenaires, ils sont motivés pour y aller. Et ça, c'est plutôt réjouissant. Merci. On conclut sur de table avec Aurélie. Vous pouvez déjà commencer à préparer vos questions dans vos têtes. Ce sera à vous tout à l'heure. Sur les éléments moteurs, c'est vraiment les territoires. On a lancé 2 territoires d'expérimentation et on n'avait pas fini que déjà il y en avait plusieurs départements et poussés par leur infra souvent qu'on frappait à la porte. On a eu une première discussion avec la Creuse. On discute, on explique, on travaille un peu ensemble. Pauvre, pas de nouvelles. On s'est dit ils sont pas prêts, etc. Ils sont revenus vers nous. On en a fait 10. Donc vraiment cette dynamique-là en disant ça a été un espèce de catalyseur. Alors c'est que 70 séjours, c'est pas massif, mais c'était un espèce de catalyseur de se dire il y a un objet du coup qui est un peu un objet marketé, mais c'est presque un prétexte pour aller travailler au bout quoi. Et là encore j'insiste, mais alors c'est un peu mon dada, mais c'est une illustration de toute la valeur ajoutée qu'on peut avoir. Nous, on a structuré, modélisé, pensé, est allé chercher des fonds à l'ADEME, etc. Mais j'ai envie de dire, le vrai boulot, c'est l'animation des départements et c'est les offices qui l'ont fait derrière, clairement. Et nous, on a réadapté en fonction de ce qui remontait des territoires. Oui, mais moi, je sais pas rédiger des offres, je sais pas comment les dénicher. Enfin, toute la méthode, c'est comme ça, c'est de façon itérative que ça s'est fait. Donc, les moteurs, c'est vraiment la dynamique territoriale, je dirais, et qu'on veut impulser, poursuivre. Et la difficulté, c'est justement le manque de sociopros déjà engagés. Parce que, vous l'avez compris, ces séjours, ils référencent des prestataires qui sont déjà dans des démarches. Ça s'appuie sur le référentiel, etc. On a même fait un guide de comment utiliser le référentiel pour arriver à dénicher. Et donc, le principal frein, c'est qu'il faut encore encourager, sensibiliser pour aller dans ces démarches-là, jusqu'à la certification, tant mieux, ou au moins de créer cette dynamique. Donc du coup, ça nous amène, là encore de façon itérative, à se dire, c'est bien les séjours bas carbone, mais la fin en soi, c'est la dynamique de territoire d'embarquer tous les sociopros, quoi. Donc c'est pas un frein en soi, c'est juste un constat qu'on a à prendre en compte et qu'on réintègre du coup dans la méthode. Très bien. Est-ce que vous avez des questions pour nos 4 intervenants dans la salle? Vous pouvez lever la main. Hop, alors j'arrive avec le micro. Je vous laisse du coup vous partager le micro, Nicolas et Aurélie. Vous pouvez relever la main. Voilà, juste là. J'arrive. On prend le micro parce que pour la captation vidéo et pour après, c'est nécessaire en fait pour que les gens puissent bien suivre après coup. Merci, bonjour à tous. Donc, je travaille chez Only Lyon Tourisme et Congrès. Je suis responsable du département tourisme durable. J'ai bu toutes vos paroles, forcément, parce que la décarbonation, c'est un sujet qui me passionne. Bravo à La Rochelle d'avoir réussi à faire ce City Pass TER. Forcément, ça nous intéresse beaucoup. Il y a des enjeux, même sur les territoires urbains comme celui de Lyon, d'étendre le territoire pour étendre aussi la durée de séjour. Bravo aussi à l'Ardèche. Effectivement, je trouve que
ça donne aussi une résonance au fait de faciliter le trajet à ceux qui n'ont pas de voiture et pas simplement les bobos qui voudraient lâcher leur voiture. Donc je trouve qu'il y a aussi un enjeu sur le volet tourisme solidaire. Donc c'était plus, pas tellement une question, mais plutôt le fait de s'encourager sur ces sujets-là, parce qu'effectivement j'entends bien qu'on est sur de la niche, on est sur des petits volumes qu'on espère tous massifier, mais il faut qu'il y ait des pionniers comme vous qui se lancent sur des territoires très différents. Nous, sur Lyon, on a été motivés par un hôtelier qui nous a dit au détour d'une rencontre qu'il faisait 10% de réduction aux personnes qui lui présentaient un billet de train. Et ça aussi, c'est hyper intéressant parce que, pour le coup, sur une ville qui est très facilement accessible par train, par voiture, mais aussi par avion, il faut bien le dire, il y avait une volonté qui venait d'un prestataire à ce moment-là. Et c'était pas tant une question, mais plutôt effectivement de se féliciter et de se dire qu'il faut continuer dans cette voie-là pour massifier. Et puis, même si ça va pas aussi vite, Nicolas, sur La Rochelle, en 3-4 ans, je trouve hyper ambitieux. Il faut quand même y aller. Bravo. Alors, merci pour ces encouragements. C'est vrai qu'on a 4 destinations, mais on a parlé de la Bretagne que tu évoquais. On a reçu plusieurs fois l'Occitanie pour nous parler notamment de l'Occitanie Recto. Enfin, on voit bien qu'il y a pléthore d'initiatives. Et c'est cool aussi quand c'est des prestataires qui nous mettent un petit coup de pied en disant nous on y va, faut que tout le monde suive et c'est à vous de les encourager. Il y avait d'autres bras qui s'étaient levés, non? 1 ou 2 au moins? Non? Ah, pardon. J'ai un peu de mal à voir. Si quelqu'un veut commenter pendant que je fais des tours merci de la pour les salle, encouragements, n'hésitez c'est pas. toujours super agréable. Et l'engagement du sociopro, ce que je disais tout à l'heure, c'est la valeur. C'est lui qui avait envie de ça, ça correspond à ses valeurs, et il s'est lancé, quoi. Donc il faut capitaliser sur ces pépites-là. Bonjour, je m'appelle Pauline, je travaille chez Visit Wallonia, donc l'organisme de promotion du tourisme en Wallonie. Nous, on a développé des itinéraires sans voiture pour découvrir le territoire en combinant le train, la marche et le vélo. Mais malheureusement, on a beaucoup de mal à passer de l'inspirationnel au transactionnel. Et je voulais savoir, pour vous, quelle était un peu la clé? Qu'est-ce qui, à un moment donné... Est-ce que vous avez conçu ces projets directement en pensant à la commercialisation? Ou est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, quelque chose qui s'est débloqué pour faire en sorte que, justement, ça devienne plus concret? Alors pour notre part, nous, on a directement pensé en termes de commercialisation. J'ai oublié de le dire tout à l'heure en termes de vente. Aujourd'hui, c'est 60% des ventes en ligne et 40% au desk. La clé, c'est la facilité, hein, pour faciliter la transaction. Et puis, il y a un vrai sujet. Nous, on n'a pas été subventionné pour ce produit. Il y a un vrai sujet de modèle économique. C'est-à-dire que ça marchera aussi si le prix il est acceptable par le client. Et dans la durée, parce qu'on peut avoir aussi une subvention de l'ADEME pendant 1 an ou 2 ans, ou quelqu'un d'autre, elle s'arrête au bout d'un moment. Donc la clé, à un moment donné, c'est aussi d'avoir un modèle économique qui soit pérenne, sans subvention, pour que le produit puisse durer. J'espère que ce sera le cas d'une autre. Mais en tout cas, ça fait partie des clés. Aurélie, tu nous parlais, toi, vous êtes passé justement par des agences réceptives pour pouvoir commercialiser directement et ne pas assumer, entre guillemets, ce rôle. Alors, pas des agences réceptives, des TO. Des TO, pardon. Oui, tout à fait. On a capitalisé, je le disais rapidement, sur l'expérience de la Bretagne, qui a fait un super boulot, mais exactement la même problématique que vous. Et ce qui a été très apprécié, donc moi, ma recommandation, ce serait ça, c'est d'aller travailler avec des opérateurs dont c'est le métier, la distribution, qui connaissent très bien leurs clients, qui ont leurs fichiers clients, etc. Et ils ont énormément apprécié, parce qu'en fait, il y a des choses, la production, ça coûte très cher pour les TO. Surtout sur ces TO-là, qui ne sont pas dans les itinéraires faciles et les grands spots, et qui vont aller dénicher, pour le coup, des prestations. Ils se sont appuyés sur nous pour aller justement être un appui à la production. On les accompagnait sur le terrain, on leur a présenté les intermédiaires pour le service, transport de bagages, etc. On leur a présenté l'hébergement qui va bien au sein du PNR Landes de Gascogne, qu'ils n'avaient pas référencé et qu'ils ont intégré dans leur séjour. Et on a travaillé sur 2 choses, c'est créer des nouveaux packages et transformer des packages existants en les rendant moins carbonés, plus décarbonés. Donc pour moi, c'est une des pistes, c'est d'aller décloisonner l'institutionnel, où je pense que ce n'est pas forcément nos métiers d'aller commercialiser, peut-être pas tous d'accord là-dessus, mais d'aller bosser avec des réseaux ATR, ATS qui est très engagé. Et là, on voit, c'est pas si souvent que la coordination puisse se faire en gagnant-gagnant.
Tatiana est dans les starting blocks. Vas-y, on t'écoute. Ouais, est-ce qu'on a un super produit Dolce Via sur la Dolce Via en Ardèche? Donc c'est un produit 3 jours qui combine du train, du vélo et du bateau. Et donc ça, c'est un produit phare qu'on a depuis maintenant 3-4 ans, qu'on a travaillé en concertation avec les territoires, avec les professionnels transporteurs, avec les hébergeurs, et on s'est tous mis autour de la table, on a dit on a une pépite et il faut y aller. Donc on a réfléchi ensemble, on s'est organisé techniquement aussi pour que ça puisse être vendable, et puis on s'est beaucoup appuyé effectivement sur les agents de voyage aussi, qui sont là aussi et qui font la commercialisation de cette offre, entre autres. Et voilà, aujourd'hui on a une pépite qui nous permet de faire découvrir l'Ardèche sur des zones moins fréquentées, qui deviennent de plus en plus fréquentées du coup, parce qu'on a un vrai produit phare qui fait découvrir une bonne partie du territoire de la Dolce Via, qui a été élue une des plus belles voies vertes européennes il y a quelques années. Donc voilà, on a un vrai produit combiné vélo, train, bateau, qui permet de faire découvrir l'Ardèche autrement que par le Pont d'Arc. Donc on est assez fiers de ce produit et aujourd'hui voilà, on s'appuie beaucoup sur cette offre-là pour décliner d'autres sujets, d'autres itinérances avec des boucles plus grandes. Là on est sur un format 3-4 jours pour adapter aux familles, donc c'est sur les voies vertes, donc sans dénivelé, donc sur un territoire de montagne c'est compliqué aussi de faire du vélo en famille. Donc là c'est vraiment le produit typique pour nous et on va le décliner sur des offres un peu plus denses. Voilà. Okay. Greg, vous avez des pages, hein, justement, un petit peu comme Visite Wallonia, pour inspirer voyage en train, à pied, en vélo. L'histoire de passer de l'inspiration à la vente, c'est évidemment, là on parle sans voiture. Je veux dire, c'est pas une motivation de faire un truc sans voiture. Je veux dire, ça suffit pas. On vend du rêve, il faut que ce soit attractif, expérientiel. Moi, une fois, j'étais au séminaire national de l'ATR avec Chamina, Alta Voyage, tout ça. J'ai dit, les gars, vous pouvez pas faire des séjours sans voiture ou bas carbone chez nous. Bon, ils me regardaient. Leur terrain de jeu, c'est les Alpes, les Pyrénées, l'Auvergne. Hein. Ils disaient, il a fallu que je leur dise, mais on va vous trouver des prestataires derrière les fagots, des lieux incroyables, et vous allez trouver des exclusivités. Et là, le gars de Decathlon Travel dit, quoi, là, tu m'as parlé du Cotentin, faire du costering, c'est quoi ce truc-là? Je dis, voilà, il faut que tu viennes, il faut que tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut... C'est pas juste sans bas carbone, il faut que ce soit attractif. Après, si on veut que les Théo les vendent, les mettent en catalogue et puis fassent du volume, il faut que ça marche. Et Decathlon Travel, leur plus beau, ce qui marche le mieux en Normandie, c'est la baie du Mont-Saint-Michel à cheval. Et c'est probablement un prestataire breton qui fait ça. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui. L'Office de tourisme de Bayonne. Moi, j'avais une question pour Tatiana sur le système en Ardèche. Bravo déjà pour l'initiative et tout ce que vous avez mis dans ce projet. Non, je m'interrogeais juste de savoir si vous mobilisiez dans votre système d'information les infos liées au système de covoiturage divers et variés qui peuvent être intéressants en complément. Tout à fait. Effectivement, c'est pas encore intégré, mais c'est dans le projet. Effectivement, on a vraiment ratissé large sur la mobilité douce, c'est-à-dire qu'on a intégré nos systèmes de transport locaux, les systèmes de covoiturage locaux aussi, on a beaucoup qui sont déployés sur le territoire. Donc l'idée, c'est de passer à l'étape d'après, c'est justement d'aller chercher cette information et essayer de la mettre à disposition aussi des visiteurs. Et dans l'affichage, en fait, c'est toujours de proposer donc l'algorithme et fait en sorte de proposer les solutions les plus bas carbone en fait. Donc effectivement le covoiturage c'est quelque chose qu'on a identifié et qu'on veut aussi pousser dans notre dispositif, notamment alors c'est difficile quand on vient en vacances en Ardèche en voiture, on se dit on va se déplacer, mais est-ce qu'on va forcément proposer un covoit éventuellement à notre voisin du camping? Et l'idée, c'est peut-être, à travers cette application, c'est d'inciter à ça, en fait. C'est essayer de faire en sorte qu'on puisse passer à cette étape-là, de faire en sorte que les visiteurs puissent dire « Ah ouais, chez mon voisin, on pourrait peut-être covoiturer demain pour aller visiter les gorges ou je ne sais quoi. » Donc voilà, c'est aussi dans cette démarche. Oui. Ok, merci. Écoutez, on commence un petit peu déborder, et il y a le déjeuner qui nous attend. Les exposants aussi qui ont hâte de vous rencontrer. Mais peut-être, pour répondre à une petite question rapidement, on prend la DeLorean, vous l'avez vu, c'est la thématique. On recule un petit peu en arrière, vous pouvez tout recommencer. Est-ce qu'il y a une chose que vous changeriez dans la démarche? Est-ce qu'il y a une chose où vous vous dites, tiens là, on aurait pu mieux faire dès le départ? On remonte 20 ans en arrière ou... Pas forcément, quand tu veux, ça peut être 18 mois, ça peut être 3 mois. Parce que c'était que la décarbonation et tout ça à l'époque. Non, là je rebondis sur l'histoire de la voiture, parce que là on a appelé ça sans voiture. La voiture, ça peut être bas carbone.
Je veux dire, à un moment donné, parce que on en parlait en aparté, je crois, hier, c'est-à-dire à un moment donné de dire, on n'est pas, si on dit aux gens abandonnez votre voiture, mettez dans le train, on n'est pas capable de gérer ça à l'heure actuelle. Donc nous, le premier autoroute de Normandie est créé, on a les premières lignes de train. Le train, ça n'a pas changé la durée. L'autoroute, ils font le flux libre, donc ça va être encore plus facile. Donc effectivement, il y a également une transition en utilisant le mode voiture pour effectivement faire du bas carbone. Covoiturage, des navettes avec des familles qui sont, je ne sais pas combien, dans un minibus, tout ça c'est plutôt bien. Donc là, on ne l'a pas du tout exploité, et je trouve que, parce qu'à un moment donné, on a voulu être simple et efficace en termes de communication, mais on a besoin encore de ça, hein. Nos clientèles, ils viennent en voiture, donc il faut vraiment se poser des questions sur comment on fait pour ne pas complètement bannir, parce qu'il faut respecter toutes les clientèles et leurs problématiques. Blablacar a sorti un Blablacar Daily pour ceux qui travaillent. Il faudrait peut-être penser à faire avec eux un Blablacar leisure, ou loisirs, ou vacances. Tatiana, tu veux prendre le relais ? En fait, juste je veux rebondir sur effectivement les chiffres qu'on a sortis nous sur la dernière étude clientèle qui sont intéressants. C'est que pendant le séjour, les déplacements aujourd'hui, 40% des personnes qui sont venues en séjour en 2023 en Ardèche déclarent s'être déplacées pendant leur séjour à pied, à vélo, en transport en commun, éventuellement en covoiturage, pour 40% de ces personnes-là. Donc c'est quand même des changements de comportement qui s'opèrent. Alors c'est sûr que nous, on a une clientèle nord-européenne plus, donc c'est déjà dans leurs habitudes. Souvent, ils viennent en voiture parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions. On n'a pas d'aéroport, on n'a pas de train, on n'a rien. On a juste des routes sinueuses, mais très jolies. Mais en tout cas, ils viennent chez nous en voiture. Et une fois sur place, la plupart se déplacent à pied, à vélo, ils essayent d'utiliser les transports, les navettes. On a beaucoup de navettes estivales sur les grands centres touristiques. Donc du coup, c'est vrai que on voit qu'il y a des changements de comportement, en tout cas sur l'étude de 2023. Alors d'accord, mais... La mobilité en canoë, c'est un sujet qu'on veut justement travailler, mais ils ne viennent pas encore justement. Je reviendrai, mais qu'est-ce que tu changerais si tu devais recommencer ton projet ? Pas grand-chose, si ce n'est peut-être... l'autre, la crâneuse. Non, mais moi, j'aimerais avoir un peu plus d'échanges avec les instances qui gèrent la mobilité, en fait. C'est vraiment... on voit bien que c'est pouvoir mieux s'intégrer dans leur réflexion. C'est ça, ouais. Plus de transversalité sur ce sujet, ouais, avec eux. Allez, on continue sur la lancée. Nicolas ? Pour l'effet volume, il y a deux sujets qu'on n'a pas assez adressés, c'est le réseau de distribution et les habitants. Mais il n'est pas trop tard, on s'y emploie. Parce qu'à nous tout seuls avec nos petits bras musclés, 100 000 c'est très ambitieux, mais déjà si on veut faire 30 000 x 10, il va falloir, on n'y arrivera pas tout seul. Il faut des partenaires. C'est ça. Ok. Et Aurélie, pour conclure ? Sur le process, pas forcément grand-chose, parce que je pense qu'il faut quand même du temps et cet aspect itératif pour arriver à quelque chose. Par contre, maintenant, c'est d'accélérer et de plus décloisonner. C'est compliqué, ça met du temps. On se dit au mois de juin, on va travailler ensemble, on fait une première réunion, j'ai une deuxième réunion avec la direction des transports, la SNCF. Il s'est passé 6 mois entre le temps où on dit, bon allez, on va travailler ensemble, et le temps où on va commencer à faire le kick-off, et voilà. Et c'est peut-être le 10-10-10 de Jean-Baptiste, on est peut-être à 10 ans plutôt qu'à 10 jours ou à 10 minutes mais moi, ou à 10 mois. Je suis plutôt 10 minutes dans ma tête, donc le 10 ans, j'ai du mal. Eh bien, c'est sur cette belle conclusion des 10 minutes, mais aussi des 10 ans, qu'on va remercier nos 4 intervenants.